Bon, Fabrice, je crois que tu es prêt. Moi, je suis prêt. Et à toi, Voilà, Olivia. bien moi. Voilà. Alors moi déjà, je voudrais vous dire bonjour, vous remercier de vous être connectés. On est très heureux avec Fabrice de vous accueillir sur notre premier webinaire qui est organisé conjointement entre All for Pack et Fabrice Pelletier, que vous connaissez, qui est éco-designer, spécialiste et consultant créatif en design et en packaging. Euh, voilà, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. On est le mardi 24 novembre. Le salon aurait dû ouvrir hier et se tenir jusqu'à jeudi. Et on est donc d'autant plus heureux de pouvoir vous accueillir puisqu'on avait, avec Fabrice, déjà préparé un contenu, la révolution de l'emballage, qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. On souhaite que ce webinaire soit le plus interactif possible. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 à vous être inscrits, donc je vous remercie vraiment. On retrouve à la fois nos exposants du salon, bien sûr des visiteurs, des entreprises utilisatrices, fidèles visiteurs du salon ou au contraire qui seraient venus pour la première fois. Donc un grand merci à vous tous. Je vous propose de commencer. Nous avons 1 heure devant nous. Quand on a réfléchi avec Fabrice sur la préparation d'All for Pack 2020, on a réfléchi par rapport au travail qu'on avait initié en 2018, où on avait commencé à rédiger un premier livre blanc qui avait déjà dérangé, qui était déjà un peu dérangeant et innovateur, notamment parce qu'il annonçait les bouleversements des emballages et du packaging à venir dans l'univers de l'emballage. Et en 2019, quand nous avons vu des changements de loi importants, des interdictions avec des dates butoirs fortes, nous nous sommes dit avec Fabrice qu'il serait intéressant pour la prochaine édition d'All for Pack d'aller rechercher à travers le monde des nouvelles solutions innovantes déjà existantes ou en devenir pour pouvoir vous montrer ce que l'on peut faire aujourd'hui en termes d'emballage durable, responsable, comment on peut trouver de nouvelles solutions pour bien pouvoir remplir les conditions de ces futures lois et interdictions qui sont donc pour les industriels, qui les engagent fortement aujourd'hui, vous industriels, à faire votre révolution de l'emballage. Donc, qu'est-ce qui était prévu au moment du salon? On avait bien sûr prévu une exposition de tous ces emballages que Fabrice est allé chercher à travers le monde, l'édition d'un livre blanc qui vient de sortir, qui est paru hier et donc que nous avons finalisé, ainsi que des conférences et des ateliers pendant le salon. Finalement, aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous proposer les conférences. Et donc aujourd'hui, c'est notre premier webinaire. Il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année et puis surtout à partir de l'année prochaine, tant le contenu de ce livre blanc est riche et dense, illustré. Voilà, j'espère que vous y trouverez beaucoup de réponses. N'hésitez pas sur le côté à poser vos questions au fur et à mesure des présentations. Je prendrai note des questions et je les adresserai à Fabrice à chacune des fins de partie, puisqu'on a découpé la présentation du livre en plusieurs catégories, matériaux, papier, carton, plastique. Et nous aurons également une session de questions-réponses à la fin de la session. S'il y a bien sûr des questions auxquelles on ne peut pas ou nous n'avons pas le temps de répondre, Fabrice prendra le temps de le faire à la fin du séminaire, enfin à la fin du webinaire, et vous répondra à chacun d'entre vous. On vous donnera une adresse mail sur laquelle vous pourrez nous adresser vos questions. Voilà, donc je vous souhaite un très bon moment avec nous. Et Fabrice, je te laisse la parole, on y va. Oui, bonjour, bonjour déjà 400 personnes qui sont en ligne devant ce webinaire. Effectivement, c'est la suite d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'annonçais l'emballage à l'aube de sa révolution et on m'avait dit peut-être Fabrice, tu vas un peu loin lorsque je parlais d'interdiction, d'emballage non recyclable, d'une véritable volonté d'aller vers le réutilisable. Et bien finalement, en 2019, j'avais posté comme quoi le réveil avait sonné et qu'il fallait se réveiller parce que la journée allait être longue. Et vous allez voir comme elle est longue, puisque la révolution a bien démarré et je vais vous présenter un petit peu tout ce qui se passe dans cette révolution.
Donc ce livre a été préfacé par Brice Lalonde. Pourquoi Brice Lalonde? Parce que Brice Lalonde, c'est quand même le père du recyclage. Hein. Il y a 30 ans, j'ai voulu le faire parler parce qu'il y a 30 ans, c'est lui, le premier ministre d'ailleurs de l'environnement en France, hein, notre tout premier, qui a mis en place la collecte sélective, le point vert et le recyclage, le véritable lancement du recyclage. Donc je lui ai demandé de nous dire ce qu'il en pensait 30 ans après. Et puis Brune Poirson aussi, qui, pour sa loi AGEC, à qui j'ai demandé de s'exprimer, de nous expliquer pourquoi elle avait fait ça. Vous verrez, vous lirez les préfaces et vous verrez que c'est extrêmement positif. Ce ne sont pas du tout des politiques contre l'emballage, mais des politiques pour un emballage plus responsable, 100% recyclable, réutilisable, essayer d'aller moins vers l'usage unique. Donc, ils m'ont fait l'honneur de me faire des très très belles préfaces. Alors, on va aller très vite dans le vif du sujet parce que nous n'avons qu'une heure pour que je vous parle de tout ça. La révolution, oui, c'est une révolution, comme vous l'avez vu, avec plusieurs ères, un ère de réglementation, la réduction toujours depuis 1994 et encore, mais aussi peut-être un ère de refus. Vous allez voir que des metteurs sur le marché, des emballagistes, finalement, font une sorte de refus d'un certain nombre de fonctionnalités de l'emballage pour le rendre plus responsable. C'est un ère de révolution pour les ressources. Vous verrez, pour le recyclage, la réintégration de matières recyclées, c'est bien l'intérêt de recycler, réintégrer. Et puis, c'est un ère, on en reparlera aussi, de retour à la terre et de retour à la terre raisonné. Vous verrez aussi un ère de réemploi, réutilisation et réemploi. On fera un petit peu la différence. Et enfin, c'est vraiment, et je pense que vous en serez convaincus à la fin de ce webinaire, un ère d'une réinvention totale de l'emballage dans certains cas, vraiment des innovations de rupture, des choses que vraisemblablement vous n'avez jamais vues. Alors, nous sommes dans cette première période de la révolution. J'ai nommé le livre « L'émergence de nouvelles solutions » puisque toute révolution a plusieurs périodes. J'ai dans mon introduction, je compare cette période un petit peu à la période de la terreur lors de la Révolution française. On a un aristo qui s'appelle le plastique à qui il faut couper la tête, et puis on a des gens qui crient un peu partout qu'ils ont la recette miracle pour sauver la planète. Vous allez voir des fois qu'il n'en est rien. Vous allez voir ça autour de 9 tendances, donc 9 tendances sur les papiers et cartons, et puis des perspectives, 9 tendances pour les emballages en plastique et des perspectives. Ensuite, 7 tendances pour les matériaux alternatifs, et puis de voir un petit peu ce qui se passe sur le verre et les métaux, acier, aluminium. Alors, on va passer à la le premier dossier, la première partie du livre, c'est les papiers et cartons. Et vous avez vu que les papiers et cartons reviennent en force. On voit depuis près de 6 mois, quasiment toutes les semaines, des metteurs sur le marché nous montrer des emballages en papier carton qui étaient soit avant en plastique et qui passent en papier carton, tout ou partie. Vous avez 9 tendances, je vous le disais. La première tendance, c'est le 100% cellulose, 100% recyclage. Quand je parlais tout à l'heure de refus, un bel exemple est par exemple celui de Barilla qui considère que la photo de son emballage est suffisante pour ne pas avoir à mettre de fenêtre de présentation des pâtes sur ses emballages, et ce qui fait qu'un perturbateur de tri finalement de recyclage en plastique est abandonné. Mais vous avez d'autres solutions qui sont ces papiers effet calque, donc qui permettent d'avoir des fenêtres sur des emballages qui permettent de voir, pas avec une transparence, je dirais avec une translucidité, le contenu de l'emballage, mais qui font in fine que l'emballage est 100% recyclable dans le même flux parce qu'il est 100% en cellulose de bois. Ce qui est intéressant de voir sur les cotons-tiges, c'est que les cotons-tiges ayant été dans les premiers touchés par la single-use plastique, la loi qui interdisait d'avoir des cotons-tiges avec des bâtonnets en plastique, aujourd'hui a des bâtonnets en carton, et pour aller au bout de la démarche, l'emballage est aussi 100% en carton avec ce type de fenêtre. Mais vous avez aussi dans le
dans le 100% cellulose, d'enlever d'autres parties plastiques, par exemple les verseurs, les becs verseurs qui sont soit en plastique, soit en aluminium ou en acier, tout des solutions 100% carton, ou ce que vient de faire Lotus, puisque quand vous ouvrez un paquet de ces mouchoirs en papier, vous avez un système de dévideur avec du plastique et Lotus a remplacé ce dévideur plastique par un dévideur en papier, 100% papier. Deuxième tendance, c'est la substitution. J'aime à dire qu'il aura fallu quand même attendre le 21e siècle pour revenir à des emballages, des films pour du papier toilette en papier, puisque dans les années 50, ils étaient déjà en papier. On les a mis en plastique et grande innovation, mais de mettre ça 100% en papier, effectivement, moi, quand j'ai vu la première fois cet emballage sur les linéaires, je ne m'étais même pas rendu compte tenu de la qualité de la photo, que l'emballage n'était pas transparent. Et donc, la photo suffit largement, mais vous avez aussi ce que vient de faire Carrefour, par exemple, pour sa gamme de papeterie, initialement avec des petits cavaliers en carton et ces objets dans des sacs plastiques. Là, nous sommes 100% en papier, donc 100% recyclable. Vous avez la même chose sur des blisters. Donc, cette substitution est bien en route. On passe du jour au lendemain sur des emballages 100% papier-carton. La substitution est en route aussi sur tout ce qui est effectivement film de regroupement. Bonduelle l'a communiqué dès la semaine dernière sur son nouveau lot de 3, donc tout en carton, avec un remplacement du plastique. Mais il y a plein de solutions. Vous avez des solutions de wrap, de carton ou de systèmes pour attacher les contenants par le haut un petit peu partout. C'est une tendance qui est largement lancée aux États-Unis. Il y a longtemps qu'aux États-Unis, ils sont sur le papier et carton et de moins en moins plastique. Et on voit ça arriver petit à petit en France. Autre tendance, puisque les papiers et cartons sont hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de faire de l'étanchéité et ils absorbent les graisses. Donc, vous avez ce que j'appelle, avec un peu de malice, des sandwichs de plastique au papier, c'est-à-dire en fait de mettre une couche de plastique à l'intérieur et des fois à l'extérieur pour protéger l'emballage, qui permettent de faire des emballages majoritairement en papier carton pour contenir des aliments. J'attire votre attention sur le fait qu'en France actuellement, on considère que vous êtes un emballage qui peut intégrer la filière de recyclage des papiers et cartons lorsque vous êtes composé à 50% de papier et carton. En Belgique, c'est 85%. En Allemagne, c'est 95%. Donc, ça veut dire que ça pourrait changer et on devrait remonter puisque ce type de tendance risque d'amener énormément de résidus de plastique dans les pulpeurs et devrait à un moment gêner les recycleurs parce que ce plastique risque de finir dans la majorité des cas en incinération et ne pas être recyclé. La quatrième tendance sur les papiers et cartons, c'est le souple recyclable. Effectivement, le souple plastique s'est développé d'une façon exponentielle ces 10 dernières années, ce qui a conduit d'ailleurs, vous le verrez, à amener des emballages non recyclables sur le marché. Vous avez aussi une substitution du plastique avec des solutions papier et carton qui contiennent, pour Nesquik, 3% de plastique, 97% de papier et carton, une gamme de Frosta en Allemagne de surgelé 100% papier. Et puis, vous avez aussi cet effet calque, les crudettes avec Carrefour qui sont en train de faire ça. Quand vous voulez une fenêtre, eh ben, vous pouvez avoir une petite fenêtre effectivement plastifiée à l'intérieur qui est une réserve sur le papier et carton. J'attire aussi là votre attention, plus votre fenêtre sera grande, moins vous aurez de papier carton qui constituera votre emballage et vous pouvez très vite basculer sous le seuil des 50% qui, je rappelle, devrait monter.
Autre grosse tendance, puisqu'elle a été touchée dès la single-use plastique, c'est la barquette. Et elle est touchée aussi par rapport à la loi pour les fruits et légumes, qui ne pourront plus utiliser de plastique pour les fruits et légumes crus, de plastique pour conditionner les produits au-dessous de 1,5 kg. Donc on voit apparaître énormément de barquettes pour fruits et légumes, celle de Savéole, mais beaucoup d'autres, qui sont sans plastique ou avec un petit peu de plastique pour faire de la protection. Et là aussi, on voit quand même des perversions peut-être dans le système quand on voit les barquettes qui sont en bas, qui sont intéressantes et qui ont une fenêtre qui est en cellulose, donc en acétate de cellulose non recyclable, compostable, et les marques commencent à dire que ces emballages sont compostables puisqu'ils ont cette fenêtre. Et là, je dis attention, puisque une petite fenêtre qui représente 3% de l'emballage n'est pas un alibi à aller composter finalement des papiers et cartons qui seraient recyclables à 97%. Donc faites attention à votre communication quand vous allez vers ça. Cet emballage, pour moi, est avant tout recyclable et la fenêtre sera compostable ou perdue, mais il faudra trouver d'autres solutions. Vous avez aussi tout ce qui est en train de se passer actuellement sur les barquettes de jambon ou de viande, où on voit finalement des réductions de 50 à 70% de plastique. Seul l'opercule reste pour venir protéger le contenu et ils sont majoritairement papier-carton et aussi peuvent intégrer dans certains cas la filière de recyclage des papiers et cartons, sauf l'opercule bien évidemment. Ce qui est aussi en train d'apparaître et qui est intéressant, c'est toutes les barquettes qui sont faites soit à partir de papier formé, c'est-à-dire un petit peu comme on forme en boutique, comme on forme finalement du plastique, des barquettes en plastique, avec ou sans induction de plastique pour les rendre étanches. Tout dépend de ce que vous avez à l'intérieur et du temps dont va servir la barquette. Et vous avez aussi la même chose qui est en train d'apparaître en cellulose, soit de la cellulose de bois, soit de la bagasse étant un résidu de la canne à sucre. Et vous avez énormément de barquettes, voire de bols, là comme je vous montre, des bols à salade. Et ça, vous allez voir apparaître ça très rapidement, et notamment dans la restauration collective, puisque eux aussi n'auront plus le droit d'utiliser très rapidement des emballages en plastique à usage unique. Autre tendance, c'est le principe de la brique déclinée. Donc la brique alimentaire, vous connaissez tous, une brique alimentaire, c'est 75% de papier et carton, 22% de polyéthylène et 3% d'aluminium. Et en fait, on voit apparaître aussi sur le marché des nouvelles formes, donc des canettes ou des échantillons, ou le tube que vous avez de L'Oréal, de La Roche-Posay, qui finalement est fait sur cette même technologie, moins 40% de 45% de plastique, oui, mais lui aussi, attention, n'est pas recyclable dans la mesure où il ne passe pas la barre des 50%, puisque pour le bouchage, le bouchon et le système de versage est inclus dans le calcul des 50%, donc nous n'y sommes pas encore, mais nul doute qu'on va arriver et qu'il va falloir monter beaucoup plus haut en termes de teneur en papier carton. Alors, la 7e tendance qui est vraiment intéressante et qui est vraiment nouvelle, c'est de se dire que finalement, il faut utiliser la juste quantité de plastique pour sa fonction principale qui est de protéger un contenu. On sait aujourd'hui qu'on peut protéger des contenus avec quasiment 10 fois moins de plastique que ce qu'on utilise aujourd'hui, sauf que ça conduit à arriver à des emballages souples qui n'ont plus de tenue. Et donc, la solution est de faire la tenue de l'emballage qui va permettre à la fois une tenue physique, à la fois aussi de pouvoir gerber sur les palettes les emballages avec du carton. Donc, vous avez ça qui est en train effectivement d'apparaître depuis quelque temps sur les barquettes, donc des barquettes qui peuvent se séparer, donc soit une gestuelle par le consommateur en fin d'usage, mais
Citeo recommande de ne pas avoir cette gestuelle parce qu'elle sera peut-être faite une fois sur 2, une fois sur 3, ou une possibilité, lorsque ça passe dans les camions de poubelle, que la séparation se fasse automatiquement par écrasement. Et c'est tout le principe des paper bottles que vous voyez beaucoup de communication ces derniers temps. Donc ça, ce sont des paper bottles qui existent déjà, hein, qui sont déjà en vente aux États-Unis et en Italie pour celle de droite. Ces paper bottles, c'est le même système, c'est de se dire on va utiliser la quantité juste de plastique pour le contenant, on va faire le corps de l'emballage rigide. L'avantage est que votre plastique est un plastique vierge, pas du tout transformé, de qualité, et qui, au recyclage, vous donnera finalement peu de perturbateurs, pas d'encre et surtout un monoplastique. La partie papier et carton est bien évidemment recyclable, et il faut faire en sorte que tout ça puisse se séparer tout seul dans le processus de recyclage des emballages. Et puis vous avez toutes ces paper bottles, donc les grandes marques font de la communication actuellement, donc vous avez 4 grandes marques qui sont dessus, Carlsberg, Pernod Ricard avec Absolut, Coca-Cola qui a communiqué dernièrement et L'Oréal qui aussi est sur le coup. Il s'agit en fait de cellulose qui est pas de la cellulose extrudée moulée, un petit peu comme un plastique, un petit peu comme du polyéthylène, avec une préforme très très légère de quelques grammes qui est soufflée à l'intérieur. Là aussi, il va falloir étudier la recyclabilité de tout ça, parce que là, on a une préforme très petite, mais c'est vraiment très légère, mais c'est vraiment la tendance et c'est vraiment les nouveautés qui sont en train d'apparaître. Et je dirais que dans les papiers et cartons, c'est peut-être là que se situe le plus la révolution. Ben, de facto, pour aussi bien le vrac ou le drive, ben, vous avez finalement un nouvel attrait du bag-in-box. Bag-in-box que j'ai photographié, je l'ai commandé, excusez-moi, hein, on n'a plus le droit de le faire maintenant, mais c'était sur Amazon. C'était cet été, les magasins étaient ouverts, mais voilà, vous recevez votre bag-in-box comme ça par la poste et puis vous en faites quelque chose de service. Donc, je pense que le bag-in-box sur le drive et le e-commerce a des beaux jours devant lui sur autre chose que du vin de qualité moyenne. Enfin, vous avez toutes les cales en papier carton qui sont aussi en train d'apparaître. Il vous a pas échappé que le polystyrène expansé a été un petit peu bataillé ces derniers temps. Et puis, bah, finalement, on peut, avec du carton, faire des cales de protection de même qualité, en tout cas de protection, et on peut faire même des cales d'une qualité esthétique au plastique. Vous ouvrez votre smartphone quand vous l'achetez, c'est tellement bien fait que vous pouvez avoir l'impression que c'est du plastique. La perspective des emballages en papier carton, ben c'est ça, c'est-à-dire que c'est qu'aujourd'hui, avec du papier carton, soit du papier carton formé, du papier formé ou du papier de la cellulose moulée que vous avez à droite, vous pouvez faire des choses d'une qualité remarquable en y mettant de l'étanchéité ou pas. Donc, on va voir, je pense, apparaître dans ces années de plus en plus de solutions. Les startups m'ont envoyé des choses que je présente dans le livre et vous le verrez. Et puis, vous avez la dernière perspective, c'est l'étanchéité. On a parlé d'étanchéité. Et là, vous avez la technique de la chromatogénie qui est en train de se mettre en place, qui consiste à injecter par diffusion un produit, un réactif qui va permettre d'étanchéifier en surface intérieure le papier carton. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur les papiers carton. Peut-être, Olivia, as-tu 2-3 questions? Oui, alors moi j'en ai déjà une, Fabrice, et puis j'ai vu qu'il y en a une qui est arrivée sur le côté à laquelle on va répondre. Finalement, quand j'écoute et j'ai regardé à nouveau avec attention la présentation, j'ai l'impression que les papiers et les cartons sont de plus en plus sollicités et vont être les premières tendances aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on va pouvoir se passer du plastique avec le carton? Ben non, on voit bien qu'aujourd'hui, cette première phase de la révolution, si on veut avoir les mêmes propriétés que des emballages de protection, que des emballages en verre, en métal, en aluminium ou en acier, sur du papier de carton, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que d'y amener une quantité même infime de plastique. Donc non, à date. Maintenant, quel type de plastique, vous verrez, on en parlera dans les plastiques, mais Dans le dossier suivant. plastique, les emballages papier et Alors, carton, c'est du plastique. voilà. Donc, on va prendre quelques questions de la salle, de nos auditeurs. Il y en a une première que je vais t'adresser, puis vous allez voir, pendant ce temps-là, on va vous proposer de participer à un petit sondage pour lequel on va solliciter votre avis. Donc, si vous pouvez nous répondre et on vous donnera les réponses au fur et à mesure. Donc, Fabrice, la première question que j'ai, c'est est-ce qu'on peut avoir de la transparence et être recyclable? Alors, avec des papiers carton, à date, non. À date, vous avez du translucide, cet effet calque qui est recyclable. Il n'y a pas encore de papier type cellulose, type l'acétate de cellulose que j'ai montré tout à l'heure, qui soit recyclable. Elle est compostable industriellement, mais elle n'est pas encore recyclable. Ça, vraisemblablement, je pense ça va arriver. Ça sera peut-être dans la deuxième phase de la révolution. Pour l'instant, vous êtes du translucide. Après, recyclable, oui, mais c'est du plastique. Et là, on va parler tout à l'heure des plastiques. Reste bien dans Alors, le carton, dans la fibre de oui. cellulose ou de la fibre. D'accord. Est-ce qu'on a une autre question pour le dossier papier carton? Sinon, nous allons passer au dossier suivant qui est le dossier des plastiques en boucle fermée. Alors, je vérifie sur le côté. Non, Fabrice, je pense que tu peux passer au dossier plastique. Je passe sur le dossier plastique. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et oui, on les reprendra à la fin. Oui. Alors, les plastiques, bien évidemment, c'est l'allègement toujours, mais l'allègement, c'est pas nouveau. Hein. Je parlais tout à l'heure de Brice Lalonde qui a fait ma préface, on en parlait quand on discutait. C'est la directive 94/CE, hein, qui est la réduction à la source. Donc, mais cette réduction à la source, elle a conduit à quelque chose d'un petit peu pervers, puisque en fait, on a effectivement des emballages qui affichent des moins 73, 75, 76, 80 et le champion du monde, c'est cet emballage Maxwell qui affiche moins 97%. Bon, il se compare à un emballage en verre, hein, donc c'est assez facile. Mais bon, sauf que ces emballages, jusqu'à présent, ne sont pas recyclables puisqu'ils sont composés de matériaux complexes, c'est-à-dire de différentes couches de polymères qui ne sont pas par exemple du polyéthylène, du PET ou du polypropylène en sandwich, on va dire, hein, l'un à côté de l'autre, et qui ne sont pas recyclables puisqu'on ne sait pas les séparer. Alors, vous avez une première tendance qui est en train une deuxième tendance qui est en train de se passer, si vous voulez, justement pour pallier à ces problématiques de différents polymères sur un emballage, c'est la tendance du monomatériau. Donc, l'Air Damer est un bon exemple qui, finalement, a fait un emballage en PET où le couvercle et le corps de la barquette est 100% en PET avec au passage une encre facile à nettoyer, qui ne laisse pas de résidus, qui ne va pas trop souiller le PET au moment du recyclage. Dans la même veine, par exemple, la barquette de Nordsea, qui est en polyéthylène haute densité, PEHD, et qui a une étiquette injectée dans le moule en PE et qui n'est pas perturbateur. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Evian cet été a lancé une bouteille en PET avec son bouchon donc qui était effectivement recyclable puisque le bouchon est récupéré par flottaison pendant la phase de recyclage du PET est bien séparée.
Et on se rend compte que Evian donc a communiqué sur le fait qu'ils enlevaient l'étiquette, et effectivement l'étiquette est un perturbateur puisqu'elle est enlevée à phase de recyclage et elle n'est pas recyclée. Et puis vous avez aussi ce flacon que vous avez à droite, qui est un flacon en polyéthylène, mais d'une seule pièce, c'est-à-dire une seule pièce de polyéthylène. Donc, c'est qu'une seule ouverture, hein, mais autrefois, ce type de flacon était réservé aux pays en voie de développement, aux pays sous-développés, et on voit qu'au nom de la recyclabilité, et c'est une bonne raison, et de la simplification de l'emballage, ils sont utilisés en fonction de l'usage, bien évidemment, que l'on en a. Alors, pour recycler, il faut d'abord capter. Donc, il y a la troisième tendance qui est le plastique plus facile à recycler. Le plastique plus facile à recycler, c'est d'abord, je le disais, d'arriver à le capter en centre de tri et le reconnaître comme étant du plastique. Donc, sachez que les emballages, par exemple en PET colorés, contiennent, pour avoir des belles couleurs ou pour être bien noir, du noir de carbone. Et le noir de carbone fait qu'on n'est pas repéré dans les centres de tri comme du plastique. Donc, vous avez des solutions qui apparaissent maintenant sur le marché qui vous permettent de faire des belles couleurs sans noir de carbone. Ou vous avez la solution du sleeve, c'est-à-dire du manchon thermorétracté sur une bouteille en PET clair qui va s'enlever lors de la phase de recyclage. Donc, ce manchon vous permet d'avoir une belle bouteille colorée et des beaux effets, mais in fine, d'avoir une bouteille en PET clair qui est une belle ressource et qui est une ressource prisée par les recycleurs. Donc, d'abord, essayez d'avoir des emballages plastiques faciles à recycler. J'ai appelé ça depuis quelques années la recyclo-conception. Je conçois un emballage facile à recycler. Vous avez aussi, et ça vous a pas échappé parce qu'il y a une guerre actuellement en cours sur le souple monopolymère, c'est-à-dire les poches en polyéthylène et les poches en polypropylène. Donc, on voit que dernièrement, le tribunal de commerce de Lyon a donné raison à Andros en disant que puisque le COTREP avait donné un avis positif sur le recyclage de la poche en PE, elle était considérée comme recyclable. Vous aurez peut-être aussi la même chose bientôt sur les poches en polypropylène. Là aussi, j'attire votre attention et c'est là que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui est en train d'arriver. C'est que oui, théoriquement, c'est recyclable avec l'extension des consignes de tri. Maintenant, est-ce que dans les faits, on va réussir à en faire une filière pérenne et qui fonctionne bien? Ça, c'est tout l'effort qu'il va falloir faire parce que sinon, ça risque de mettre à mal beaucoup de choses. Donc, oui, ces poches seront recyclables, mais recyclable ne veut pas dire automatiquement recycler. Donc, j'attire votre attention. Les acteurs qui m'écoutent et qui font des poches, faites en sorte, et avec Citeo, avec les filières, que ça soit réellement recyclé. Sinon, ça sera un effet boomerang. Pourquoi on recycle? Eh bien, on recycle pour réintégrer de la matière recyclée dans les emballages. C'est un petit peu ce cercle vertueux en boucle de l'économie circulaire. Donc, effectivement, on parlait, vous avez vu tout à l'heure que certains films étaient enlevés au profit des papiers et cartons, mais il y a encore aussi beaucoup de films et beaucoup de films de fardelage qui utilisent de la matière recyclée. Donc, jusqu'à 50%, on peut le faire en post-consommation. C'est-à-dire des emballages récupérés du recyclage avec de la matière plastique recyclée. Lorsque vous arrivez à des taux de 100% comme l'emballage qui est à droite de Wattwiller, c'est qu'on réintègre aussi des déchets industriels, c'est-à-dire pas souillés de bonne qualité, puisqu'il faut reconnaître que sur le souple, aujourd'hui, la qualité de la matière est un petit peu, par rapport à une matière vierge, est un petit peu plus faible. Donc, d'où cette barre actuellement, ce plafond de verre, mais qui va augmenter aussi, hein, je pense, à 50%.
Pardon, j'ai été un peu vite. L'intégration de matières recyclées, elle se fait aussi sur le polyéthylène et haute densité et du polypropylène. Là, il s'agit plutôt de polyéthylène qui permettent d'aller des taux de jusqu'à 100%. Et vous verrez que ça nous amène une nouvelle tendance. Alors, attention sur ces matériaux, polyéthylène et polypropylène, nous ne sommes pas contact alimentaire. Donc, vous retrouverez sur le polyéthylène et le polypropylène uniquement de la matière recyclée sur d'autres produits que des produits alimentaires. L'alimentaire, aujourd'hui, seul le PET arrive à le faire. Tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose dedans, et on n'est pas à l'abri aussi. Hein, il faut avoir énormément de vigilance. C'est pour ça qu'en amont, il faut mettre dans les bacs de recyclage et dans le recyclage une qualité de PET apte à nous donner du PET recyclé de grade alimentaire et de belle qualité. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop souillé en amont. Mais aujourd'hui, Bonduelle, même l'eau, hein, qui est beaucoup, hein, Vittel, il y en a beaucoup, qui sont en PET 100% recyclé. Alors, je disais, ce qui était intéressant, c'est cette nouvelle aussi tendance qu'on voit arriver, c'est le look 100% recyclé. Alors, Citeo a fait une étude l'année dernière pour dire que les couleurs de l'emballage recyclé et les couleurs qui reflétaient le mieux la protection de l'environnement, c'était le vert, je crois que c'était de l'ordre de 77%, et le craft. Mais on voit apparaître, alors moi j'ai appelé ça un petit peu comme avec provocation, les emballages moches, un peu comme les fruits moches. Mais en fait, c'est pas des emballages moches, c'est simplement une autre manière de voir l'emballage et de dire que the gray is the new green, c'est-à-dire le gris est le nouveau et la nouvelle couleur de l'emballage green. Ou alors, pour les barquettes qui sont au milieu, en fait, elles ont la couleur des bouteilles en PET que vous allez recycler. Donc, vous voyez on va avoir, on n'est pas obligé d'arriver à la matière hyper transparente ou à la matière blanche, parce que pour ça, c'est des process de recyclage plus lourds qui ont un impact sur l'environnement. Et là, on peut se dire, même avec la bouteille de PET opaque qui vient de sortir chez Intermarché, que finalement, pourquoi pas, il va falloir s'habituer à ça, s'habituer à ce look recyclé. Une autre tendance, c'est la tendance du plastique marin. Alors, jusqu'à présent, la tendance du plastique marin, c'était que de la série limitée. Hein. Là, ici, vous avez, je crois, la bouteille 200 sur 500 de Coca-Cola au milieu, ou en tout cas vraiment un petit chiffre. Mais, et puis, vous aviez eu des démarches avant qui avaient été faites, que j'avais présentées beaucoup de fois dans Emballage Magazine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aux États-Unis que, par exemple, toute la gamme Windex est passée à 100% en plastique océan. C'est du plastique récupéré sur les plages. Hein. Ils font des grandes campagnes de récupération de plastique sur les plages pour pouvoir faire de l'emballage. Alors, c'est vrai que leur PET, il est un petit peu gris, mais il est d'une qualité suffisante pour mettre du produit de nettoyage et détergent. Je dis au passage qu'un projet est à l'étude au niveau de l'Europe de faire financer le nettoyage du littoral et des océans par les marques et par les metteurs sur le marché. Et quand on aura nettoyé tout ça, effectivement, ça fait quand même pas mal de matière plastique pour faire de l'emballage. Donc, on peut aller vers penser que demain, le plastique marin, c'est que du plastique recyclé, mais enfin, on sait d'où il vient. Il vient pas du bac jaune, il vient, hélas, de la terre, des rivières qui les trimballent dans les océans. On va aller les récupérer une fois qu'ils sont échoués sur les plages ou dans la mer. Ensuite, vous avez la tendance du plastique végétal. Alors, c'est une tendance qui fait beaucoup parler et qui crée beaucoup de divergences. Le plastique végétal, en fait, c'est pas nouveau, puisque le plastique avant les années 50 était d'origine végétale. L'acétate de cellulose était végétal. Le plastique, avant d'être craqué à partir de pétrole, était végétal. Aujourd'hui, on sait faire du polyéthylène.
On sait faire du PET, on sait faire du polypropylène, on sait même faire du polystyrène expansé à partir de ressources végétales. Ce plastique fait à partir de ressources végétales, contrairement à la pensée de beaucoup, plastique d'origine végétale, certains biosourcés, égale pas forcément plastique biodégradable. C'est du plastique qui peut être recyclable. Donc là, vous avez toute cette tendance d'aller vers du plastique qui ne va pas être perturbateur des flux de recyclage que vous avez aujourd'hui sur le PET, le PE et le PP. Mais vous avez aussi beaucoup de plastiques d'origine végétale et des PLA essentiellement qu'on voit apparaître beaucoup, qui sont des plastiques faits soit à partir d'amidon de maïs ou d'autres types de produits et qui ont une communication un petit peu ambiguë, puisque même certains comme Yumi expliquent qu'ils sont zéro plastique, alors que du plastique d'origine végétale, même si c'est du plastique à partir d'amidon de maïs, c'est du plastique, et ils ne disposent pas aujourd'hui ces plastiques de filières de recyclage, c'est-à-dire que on pourrait en avoir s'il fallait les mettre en place, parce qu'on en met bien sur certaines villes. Il faut voir si économiquement il y a un intérêt, mais aujourd'hui ils n'ont pas de filière de recyclage, donc par contre ils sont compostables. Et quand je dis compostable, c'est pas, il y a deux types de compostage et vous le verrez tout à l'heure. Il y a le compostage home compost, j'ai envie de dire au fond du jardin, mais avec des conditions bien particulières. Puis il y a le compostage industriel avec des conditions d'humidité et de chaleur très précises. Donc ces emballages sont compostables, mais ce sont aussi des emballages en plastique. Enfin, la dernière tendance sur les plastiques, et qui pour moi est une tendance vraiment qui sera extrêmement développée dans le… j'en profite pour lancer le deuxième tome de la révolution, c'est-à-dire de l'emballage, c'est la réutilisation, l'emballage réutilisable ou réemployable. Donc là, on voit apparaître beaucoup de choses. Je pense que le plastique à usage unique doit être réservé uniquement à l'usage unique lorsqu'il est nécessaire et indispensable, mais que le plastique aussi est un bon matériau pour faire de l'emballage réemployable. D'ailleurs, ma maman a encore les tupperwares que j'avais, qu'on utilisait quand j'étais enfant. Bon, ils sont pas de la première fraîcheur, mais ils sont encore fonctionnels. Donc le plastique a un vrai coup à jouer sur le réutilisable, et vous verrez beaucoup de choses dans le bouquin sur la réutilisation. La perspective sur le plastique, c'est la révolution du recyclage. C'est-à-dire que l'emballage plastique ne s'en sortira, je l'ai dit, par la réutilisation, bien sûr, c'est important, c'est-à-dire d'aller vers ça, mais aussi que par une révolution du recyclage. Et là, vous avez plein de choses qui sont en train de se passer avec le recyclage chimique ou le recyclage enzymatique. Tout ça aussi est développé dans le livre. Ici, je vous présente deux emballages qui sont faits à partir de recyclage chimique. C'est en route. C'est la révolution. La révolution de l'emballage n'est pas uniquement la révolution du contenant, mais c'est la révolution de la filière. Et la filière incluant votre outil industriel, l'emballage, mais la distribution et aussi la fin de vie de l'emballage avec une autre forme de recyclage. Voilà, Olivia, peut-être as-tu des questions et un sondage à faire? Allô, allô? Oui, voilà, j'étais concentrée justement sur les questions. On en a une quinzaine qui sont arrivées. Donc, je vais en prendre quelques-unes et puis les autres, on y répondra à la fin s'il nous reste un peu de temps. Est-ce que les Flopac en cellulose pour des bars existent-elles déjà? Oui, oui, vous avez la marque Yes, vous verrez dans le livre aussi, de Nestlé qui a fait un Flopac qui est constitué à 95% ou 97% de papier et carton et une induction. Donc c'est une induction, hein, c'est un vernis pour pouvoir que le Flopac puisse coller. Mais effectivement, le Flopac en cellulose existe. Il n'est pas transparent, hein, bien sûr, mais encore une fois, je dis qu'une belle photo sur du papier, ça faisait le job.
Est-ce que la technique de chromatogénie perturbe la recyclabilité? Est-ce que tu sais ça? En principe, non, c'est ce que dit le CTP, mais c'est une technique en train de se développer, mais a priori, non, ça ne serait pas perturbateur. Ça fera forcément un déchet, hein, puisque de toute façon, il y aura forcément un déchet, mais qui vraisemblablement pourra être traité dans le traitement des eaux. Je vous invite à aller au centre technique du papier de Grenoble, enfin, de prendre contact avec moi parce que j'ai pas mal de documents là-dessus. D'accord. Je refais un saut, oui, je refais un petit bond en arrière sur la présentation papier. Il y avait quand tu as parlé du sac Frosta qui était tout en papier, mais quand il est dans un congélateur, le congélateur est un peu humide. Donc, est-ce que c'est un papier qui est différent? Comment est-ce qu'on arrive à gérer papier et congélation? Non, j'ai dit qu'il était. Alors, il a une particularité, mais aussi, je peux pas rentrer dans tous les détails de la fabrication parce qu'en fait, vous avez plusieurs technologies qui sont faites. Il a un petit vernis extérieur, donc on peut pas dire effectivement qu'il soit à 100%. Il y a un vernis de protection dessus qui est un vernis acrylique, mais bon, qui est au même titre qu'un vernis quand vous mettez du vernis sur du papier, une brochure, qui ne perturbe pas le recyclage. Mais le papier est traité effectivement pour aller là-dessus, et j'ai quelques échantillons aussi. C'est dommage parce que normalement j'aurais dû vous montrer tout ça sur le salon, dans l'espace. J'ai tout ça encore chez moi à Combloux. Voilà, peut-être que nous sommes en train de faire une matériothèque pour que vous puissiez à un moment voir tous ces emballages. Voilà, on a un projet. On a dit qu'on ferait des webinaires peut-être un peu plus spécialisés en fonction effectivement des questions qui nous arrivent. Alors, je vais en profiter pour lancer le deuxième sondage qu'on a prévu et puis pour prendre une autre question. Sur les papiers moulés, par exemple, Fabrice, comme les polymères, pour donner des formes d'emballage, est-ce que ces papiers sont réellement recyclables? Est-ce que tu aurais un peu plus d'informations sur ce sujet-là? Il y a plein de technologies. Ouais. J'ai beaucoup d'informations dessus. Il y en a. Excusez-moi de revenir toujours au bouquin. C'est un bouquin qui est très gros et toutes les innovations sont présentées. Oui, il y a plusieurs technologies que vous allez voir. Il y a c'est 100%. Il y en a qui sont 100% cellulose. Il y en a qui sont soit formés sur une feuille de plastique un petit peu, enfin une feuille de plastique un petit peu comme un pelliculage, où il y en a qui ont une induction à l'intérieur, induction de vernis. Il y a plusieurs technologies. Il y a pareil, vous avez plusieurs fournisseurs, mais ça avance à une vitesse, vraiment une très grande vitesse, et c'est mené par les grands fabricants de papier et carton. Et vous allez voir des choses, il y a des choses assez fabuleuses, hein. Moi, j'ai vu des choses quand je me recevais. J'ai reçu plus de 80 cartons cet été chez moi pour faire le livre. Des fois, j'ouvrais le truc. J'étais vraiment bluffé par la qualité de ce qui est en train d'arriver sur le marché. Voilà. Voilà, alors je prends une dernière question. Oui, je prends une dernière question, puis on va passer aux matériaux alternatifs et on aura encore une série de questions à la fin. Est-ce qu'il existe des tendances un peu plus marquées pour l'éco-ancrage? Alors, l'éco-ancrage, c'est mon dada, hein, vous savez, c'est ce que. Donc, vous avez de l'éco-ancrage que j'ai écrit et qui est diffusé par Citeo, et vous pouvez le trouver sur mon site. J'ai pas parlé de l'éco-ancrage dans le livre, un petit peu. C'est comment ça s'appelle, une technique de ce que j'appelle la recycloconception. Pour le coup, on est aussi bien l'éco-ancrage comment ça s'appelle, dans la réduction à la source, mais aussi dans l'amélioration de du recyclage. L'éco-ancrage commence à se faire. Je suis extrêmement sollicité dessus, donc il y a pas mal d'éco-ancrage qui se fait. Vous avez un guide qui est très facile à utiliser. Et là aussi, hélas, hein, j'ai encore 10 minutes. Je vous invite à prendre contact avec moi si vous voulez parler d'éco-ancrage. Mais j'aborde pas. J'ai un guide que vous pouvez avoir sur mon site sur l'éco-ancrage. Je vais passer vite parce que je vois
court. Oui, on voit le temps qui passe. Matériaux alternatifs? Alors, les matériaux alternatifs, j'ai appelé ça les matériaux alternatifs et j'ai voulu vous dire que c'était un retour aux sources. Pourquoi retour aux sources? Parce que je vous ai dit que, en fait, initialement, les emballages, ils venaient de la terre. Ils venaient ce qu'on appelle les agromatériaux. Le bois. Effectivement, le bois s'émancipe. On voit, par exemple, ce qu'a fait Fleury Michon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les emballages légers ont été aussi déclarés dernièrement par Citeo comme recyclables. Mais on avait aussi cette barquette qui était faite par la maison Blanchet, où en fait, on a un petit peu les mêmes techniques finalement que ce que j'ai monté tout à l'heure avec du papier et carton, soit de l'induction de plastique à l'intérieur d'une barquette en bois, c'est ce que fait Fleury Michon, soit une feuille plastique qui s'enlève, une barquette plastique dans du bois qui s'enlève et qui permet finalement d'avoir la quantité minimum, encore une fois, de plastique. Mais c'est pas dans le bois, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer puisque vous avez tous les matériaux composites. Qu'est-ce que sont les matériaux composites? C'est du polypropylène ou du polyéthylène de l'ordre de 30 à 50%. Et puis, dedans, des déchets, en plus des déchets, mais quand je dis déchets, c'est dans le sens noble du terme, c'est des coproduits agricoles, c'est-à-dire de la sciure de bois, de la sciure de coupe ou des copeaux, comment ça s'appelle, peu utilisés dans les papeteries, donc du bois de qualité. Et tout ça est mélangé pour faire un matériau qui vous permet d'avoir moins de plastique vierge, qui peut être d'origine fossile ou d'origine biosourcée, mais qui fait que en fait on a des nouveaux matériaux super intéressants, ou même ce qu'a fait Stratus, si vous voulez, des étiquettes faites à partir de feuilles de bois. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a chaque pièce est unique puisque c'est du papier, de la feuille de bois. Vous avez aussi tous les autres végétaux qui, par la même technologie, sont utilisés. Ce sont toujours une matière plastique d'origine végétale, donc soit du polyéthylène, soit du polypropylène, et avec ces coproduits. Donc, par exemple, le Végémat à gauche, là, la salière, c'est du blé. Au milieu, eh ben, les deux bouteilles, c'est fait à partir de déchets de noyaux d'olive. La bouteille que j'ai, qui est tissée ici, c'est du lin. C'est du lin, donc vous avez du lin avec qui va venir faire une partie de l'ossature de la bouteille avec le plastique rigidifié. Donc le lin est aussi un matériau qui est en train de se développer. Et puis l'amidon de pommes de terre, c'est-à-dire fait à partir des déchets de pommes de terre. Et là, vous avez quasiment aujourd'hui des textures proches du plastique, mais avec un matériau 100% biosourcé ici et recyclable et compostable. Vous faites la même chose finalement avec les algues et les coquillages. Hein. Les algues, il y a deux manières de faire de l'emballage avec les algues, soit de faire de la matière plastique avec les algues, ou de le mélanger avec les algues brunes en coproduit, comme on a dit, comme on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire de se servir de l'algue et les coquillages de la même manière. Ce qui est vraiment intéressant, si vous voulez, c'est que ça fait des matériaux qui sont extrêmement d'une qualité extrême, qui ont un problème aujourd'hui, ces matériaux, c'est qu'il faut qu'ils soient certifiés contact alimentaire. Mais moi, je me dis, comme en général les huîtres et les coquilles Saint-Jacques, en fait, sont naturellement certifiés contact alimentaire, hein, puisqu'on mange dedans. Donc, je pense que normalement, on devrait arriver assez rapidement à certifier ces matériaux. Vous avez aussi les minéraux, donc il y a eu certaines personnes ont appelé ça le papier pierre, mais c'est la même chose, c'est du polyéthylène ou du polypropylène mélangé avec de la craie, avec du calcaire. Donc vous avez 30 à 50% de polypropylène et du calcaire, et ça fait quelque chose blanc
quelque chose vraiment avec un toucher et des nouveaux matériaux qui utilisent moins de plastique. Donc vous voyez que là aussi, on est dans moins de plastique et dans une utilisation de déchets, de coproduits. Le remplacement, le PEF, qui est promis pour remplacer le PET. Donc c'est on va dire, c'est un plastique aussi transparent que le PET et qui serait recyclable dans la filière de tri du PET et qui est 100% d'origine végétale. Puis vous avez le plastique sans plastique, hein, avec l'Actips qui est fait à partir de l'œuf. Donc c'est complètement dégradable, mais là il n'y a plus du tout de plastique d'origine fossile. C'est la protéine de lait qui permet de faire ça. Et puis, j'ai toujours dit, des fois, l'emballage pousse pas aux arbres, mais finalement, l'emballage peut pousser sur des moules. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et qui montre que la révolution, qu'il y a des gens qui cherchent et qu'il faut aller chercher des nouvelles choses. Il s'agit de cales et d'emballages qui sont faits à partir de mycélium et de déchets agricoles posés sur des moules, un petit peu comme de la cellulose moulée, sauf que la cellulose moulée, ça se fait rapidement, et là, qu'il faut une quinzaine de jours pour que l'emballage se forme et qu'après, il soit déshydraté. Alors, c'est vrai, c'est 15 jours, etc., et on peut se dire, oui, c'est pas encore industriel, mais pourquoi pas? Qui sait? Et c'est là qu'on voit qu'il y a une révolution quand des choses comme ça nouvelles apparaissent. Les perspectives pour ces emballages, ben effectivement, c'est qu'on les accepte dans le recyclage, donc ils trouvent leur filière de recyclage. Donc, et là, je dis que c'est aussi peut-être une autre forme de recyclage. Et je parle aussi encore de la révolution du recyclage. Le recyclage n'est pas uniquement à penser à revenir à la matière originale. Peut-être le recyclage, c'est de faire un petit peu comme on fait ses coproduits, c'est-à-dire prendre un peu de neuf et avec de l'ancien pour faire un autre matériau qui sert à quelque chose d'autre. Et puis le réemploi, puisque cette gourde faite à partir de ce plastique et de végétaux est d'une très très bonne qualité et avec un plastique très dur, très 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 durable et qui peut vous aider beaucoup. Voilà pour la seconde vie. Voilà pour les matériaux. Excuse-moi Olivia, je vais avancer peut-être pour les verres et les métaux. On prendra les questions à la fin parce que là, je vais dépasser le temps. C'est déjà même dépassé. Non, encore 2 minutes. Les verres et les métaux dans la Révolution, je dis que c'est un peu le clergé et l'armée, on va dire. Allez, c'est-à-dire qu'ils sont bien dans leurs bottes, bien dans leurs pantoufles, si on dit pour le clergé. Et voilà, mais ils sont déjà vers la seconde phase. Ils sont touchés, mais le verre montre peut-être la voie, c'est l'évidence du réemploi. Et je disais tout à l'heure, la deuxième phase de la deuxième période de la Révolution, ce qui se cache aussi derrière les réformes et les lois, c'est le réemploi. Et vous devez impérativement travailler sur le réemploi. Donc le verre et les métaux, le verre, c'est le matériau du réemploi. Et on voit beaucoup de choses qui commencent à apparaître, notamment pour la restauration collective. L'acier, qui longtemps a été standardisé, on voit de plus en plus apparaître des boîtes de forme. Je crois que les sidérurgistes, en tout cas les acteurs de l'acier commencent à comprendre qu'il va falloir essayer de faire des emballages de forme. L'acier permet de faire des choses magnifiques, hein. Les jouets, je vous rappelle que au début du XXe siècle, les jouets étaient faits en acier, en métal. Il y avait des trucs complètement fous, des emballages complètement fous. Je crois qu'il va falloir revenir quand même à un petit peu de forme. Et puis l'acier a aussi un grand coup à jouer sur le réemploi. Et je vais terminer par l'aluminium. L'aluminium qui doit tourner en boucle fermée. L'aluminium jusqu'à présent n'était pas assez réintégré dans l'emballage. Aujourd'hui, l'industrie de l'aluminium s'est engagée à faire revenir l'aluminium dans l'emballage. Ici, vous avez un tube
fait 100% à partir d'aluminium post-consommation. Voilà, donc l'aluminium va tourner en boucle. Voilà, la révolution de l'emballage, vous voyez qu'elle est vraiment en cours, elle est vraiment en marche. Elle est décrite sur mon bouquin. Je suis assez, voilà, il est sorti, il est arrivé hier. J'ai reçu, pour vous dire que la révolution de l'emballage intéresse, nous étions quasiment 500 personnes à un moment en ligne. Le livre a été commandé plus de 2800 fois. Donc 2800 exemplaires déjà. Voilà, vous pouvez vous pouvez le commander sur la boutique en ligne. Et puis, je vais répondre à vos questions dans le peu de temps qui reste. Et de toute façon, on regardera ça, on relira l'ensemble des questions. Voilà, je te laisse la parole, Olivia, pour conclure. Oui. Alors, sur les matériaux bois, là, j'ai une question. Après, j'en ai pas eu sur les matériaux alternatifs et j'en ai d'autres qui sont revenus sur les plastiques. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent concernant les emballages de produits sur palette directement? Ah bah, de produits sur palette, je comprends pas la question. Pour les palettes ou de produits sur palette? Ben, j'ai pas le détail. C'est les emballages des produits sur palette, mais la personne va peut-être nous le spécifier. Je pense que derrière la question, c'est l'emballage secondaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour l'emballage secondaire, c'est-à-dire les cartons de regroupement et là, il va se passer la même chose, si vous voulez, c'est que vous avez deux choses. Vous avez bien sûr l'allègement des papiers et cartons et on est beaucoup sur les papiers et cartons, mais vous avez aussi des tendances qui sont en train d'apparaître sur la réutilisation avec des emballages qui peuvent faire des allers-retours, voilà, et pas être dans tout jetable. Ce que dit Brune Poisson dans la préface, c'est que elle veut que les industriels se posent vraiment systématiquement la question du tout jetable et de l'emballage à usage unique. Voilà, c'est pas une interdiction, mais c'est posez-vous la question. Voilà. Alors, j'ai une question sur les vernis barrières à base de matériaux biosourcés. Est-ce que, quid? Est-ce que ça commence à apparaître? Oui, oui, il commence à apparaître et notamment de toute façon aussi bien les vernis que les plastiques barrières, effectivement à base de matériaux biosourcés. Alors, s'ils ne perturbent pas le recyclage, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Je dis simplement attention à ce que ces vernis ne soient pas des fois des prétextes à dire, quand ils sont par exemple compostables, à dire qu'un emballage qui a plus d'intérêt à être recyclé devienne compostable. Quelle différence il faudrait faire entre biocompostable et biodégradable? Ah, alors ça, c'est largement évoqué aussi. Déjà, sachez que le terme biodégradable est interdit, sera interdit, je crois que c'est au début de cette année, sur les emballages. D'écrire sur les emballages. Alors, biocompostable, d'abord, je ne sais pas si le terme est utilisé, on dit compostable, et il y a deux types de compost, je rappelle, il y a le compostage industriel qui est encadré par une norme et qui est bien décrite, et donc dans des conditions, d'abord dans un centre de compostage industriel, dans des conditions d'hygrométrie et de température particulières, et vous avez aussi le home compost, c'est-à-dire les composts à domicile ou les composts collectifs, et aussi qui est encadré par une norme. Là aussi, là, je vais peut-être prendre ma casquette puisque je suis élu municipal et je m'occupe des déchets et notamment, je suis aussi membre du bureau du CITOM. On est en train de se rendre compte que, et d'ailleurs, et ça sera une certitude, que les consommateurs ne feront jamais la différence entre du home compost et du compostage industriel. S'ils arrivent à lire que c'est compostable, ils le mettront. Donc, on risque d'être confronté très rapidement à un problème de retrouver dans du compostage, dans des composteurs home compost, c'est-à-dire à la maison, des emballages qui ne se dégraderont pas parce qu'ils ont été prévus pour être compostage industriel. Donc, j'invite vraiment la personne qui pose cette question vraiment à approfondir, à lire tout ce qui est expliqué sur le sujet, parce que c'est aussi un sujet qui risque d'être assez touchy dans les années à venir.
D'accord. Alors, j'ai une autre question sur le recyclage chimique. Est-ce qu'il ne pourrait pas permettre le recyclage des multimatériaux plastiques dont on a parlé tout à l'heure? Ben, c'est le but. C'est tout à fait le but du recyclage chimique. C'est ce qu'on recherche justement, c'est à capter tous les emballages plastiques. Puisqu'en fait, la, la finalité du recyclage chimique, c'est pas d'arriver au polymère, c'est d'arriver de refaire. En fait, c'est pas exactement pour faire simple, je dis à la limite, parce qu'il y avait un schéma qui le montrait bien, c'est presque pour refaire du nappe, c'est-à-dire la matière première qui sert à faire les polymères. Et donc, normalement, avec le recyclage chimique bien fait, on est censé retrouver la matière qui nous permet de faire n'importe quel autre type de polymère. C'est en tout cas ce qui est présenté, c'est ce sur quoi recherchent les gens. Mais là aussi, il va falloir du temps et il va falloir évaluer aussi le coût de tout ça. Alors, je prends une dernière question pour ne pas trop déborder sur le temps. À ton avis, qu'est-ce qu'il manquerait pour les filières PE pour qu'elles se développent davantage? Alors, les filières PE, bon, elles sont assez développées quand même, hein. Le PEHD et le PE densité, il y en a pas mal, hein. Après, si vous voulez, la difficulté, la filière PE souple, en termes de recyclage, elle est compliquée parce que elle n'est pas compliquée. C'est pas compliqué de recycler dans un laboratoire et ça se fait. Elle est compliquée économiquement parce qu'en fait, c'est très léger et vous faites le même boulot avec un emballage très très léger. Donc c'est plus difficile de séparer de voir quel type de film léger on a. C'est pour ça que le PEHD était essentiellement réservé la filière PE au corps creux, c'est-à-dire aux flacons de shampoing, etc., parce que c'était une bonne matière, une bonne quantité de matière. Mais moi, j'ai toujours dit que j'étais pas persuadé qu'il y avait un intérêt économique et un grand intérêt écologique à recycler une petite pièce de quelques grammes. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que plus on allège, moins peut-être qu'il y a un intérêt à recycler et plus les emballages aussi vont s'envoler et on va en retrouver dans la nature. Parce que même si on fait attention, c'est léger et ça peut s'envoler même du centre de tri. Hein. Dans mon centre de tri en bas dans la vallée, tout autour, et pourtant on nettoie, mais voilà, quand le camion se vide, une bouteille de comment ça s'appelle en PET ou une bouteille en PEHD, elle s'envole pas. C'est pas rare de voir s'envoler avec un coup de vent des petits bouts de plastique, et ça arrive hélas très très souvent. Voilà, alors vous l'aurez compris, Fabrice, il est presque déjà sur la période 2 de la deuxième révolution de l'emballage. Notre objectif, c'est de faire paraître cette deuxième période avant la prochaine édition du prochain salon All for Pack. D'ici là, on vous reproposera de nous retrouver autour de webinars sur le thème de la révolution de l'emballage avec sans doute des approches par matériaux. Voilà, donc Fabrice, je te remercie beaucoup pour le travail accompli, présenté. Merci à vous tous, surtout. C'est moi qui remercie aussi le Salon de l'emballage de m'avoir donné carte blanche pour faire ça. Et puis je remercie aussi tous mes amis qui m'ont envoyé plein de messages sur texto, qui m'ont fait bien plaisir quand je faisais la conférence. Donc j'avais un œil sur l'écran et un œil sur les messages. Je vous dis à bientôt et on en fera d'autres. Au revoir. Voilà, et puis pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui, on vous envoie les résultats du sondage, une enquête de satisfaction à laquelle voilà, on aimerait bien que vous nous répondiez, et l'adresse de Fabrice pour poser les questions que vous n'auriez pas pu poser ou auxquelles nous n'aurons pas pu répondre aujourd'hui. Voilà, un grand merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.